vous remercie pour l'humour qui nous conduit à nous désigner. Et je vous signale d'avance que je ne vous en aurai aucune reconnaissance. Merci. Il est la révélation politique et médiatique de ces derniers mois. Mais ce qu'il aimerait, lui, c'est être désigné candidat du Front de gauche à la présidentielle. Pour cela, il compte sur son style, sa verve et son charisme. Mais sa marque de fabrique, c'est aussi toute une série de flèches et de colères contre les journalistes, les banquiers, les élites. Alors d'où lui vient cette colère? Est-elle tactique ou spontanée? Et comment construit-il ces discours que certains taxent de populistes? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, cet orateur hors pair qui inquiète le PS, nous sommes allés le faire réagir à toute une série d'images et d'analyses. Merci de nous recevoir au sein du Parti de gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon, on parle beaucoup de vous en ce moment. Vous êtes partout, dans les médias. Et ce qui frappe d'interview en... C'est pas par complaisance, hein. Il y a un peu de masochisme dans votre profession. Ben, on va y venir. Ouh là là, attendez, là, vous faites l'émission, on va y venir. En tout cas, ce qui nous a frappé en préparant l'émission, c'est, et ce qui peut frapper n'importe qui a pu vous voir dans les médias ces derniers temps, c'est votre colère. Hein, c'est même devenu votre marque de fabrique. La colère, un peu contre les journalistes aussi, il faut bien le dire. Et du coup, c'est vrai, quand on vient vous voir, enfin là, quand on est venu vous voir, on vient un petit peu sur ses gardes. Hein, on a presque un peu la boule à l'estomac. Ouh là là, on va voir Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis en fait, vous êtes charmant quand on arrive. Ne vous y fiez pas. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une technique d'intimidation ou alors il y a deux Jean-Luc Mélenchon? Au moins deux, peut-être plusieurs. Il y a un proverbe africain qui dit il y a bien des personnes dans la personne, nous sommes tous comme ça. Moi j'ai une situation un peu de confort dans la lutte politique qui me permet d'être, c'est un peu prétentieux ce que je vais vous dire, mais d'être complètement, d'avoir la liberté d'être moi-même. Hein. D'habitude, on est en train de jouer un rôle, un autre, on a en vue. Moi, j'ai rien en vue. J'ai en vue quelque chose de romanesque, de plus grand que moi, et je me laisse habiter par une idée qui me transporte. Alors, suivant le moment, vous tombez dans un moment de raisonnement. Alors, je vais vous cueillir à froid, et puis il va falloir que vous connaissiez vos chiffres par cœur, sinon ça ne va pas aller. C'est vous qui passez sur l'examen, c'est les journalistes qui passent sur l'examen. C'est l'ancien prof qui ressort. Hein. Oh, bah, il y a intérêt, parce que sinon c'est dans le sens inverse, donc je me méfie, hein. Il y a un côté grand oral permanent pour moi. Et d'autres moments, vous allez me voir tel que aussi je suis, dans une indignation qui me colle à la peau. Vous êtes indigné tout le temps, vous levez le matin, vous êtes indigné. Mais il faut comprendre ça, je ne me lève pas le matin indigné, le matin je me lève et je suis enchanté par la personne avec qui je me réveille, donc tout va bien. Mais c'est pas ça, c'est une indignation, une révolte qui m'est attachée à la peau, j'y peux rien, c'est comme ça. La cruauté, la brutalité du monde, oui, ça m'atteint aujourd'hui comme quand j'avais 6 ans. On va rentrer dans le détail, mais d'abord pour commencer, il y a évidemment un mot qui vient quand on pense à vous, c'est la rhétorique. Hein. Vous êtes un très bon orateur, vous avez un style d'ailleurs, certains le caractérisent déjà, le style mélenchonien, on commence à voir ça dans les articles. Alors pour analyser... Ça me flatte, hein, parce que la parole c'est un art sacré pour moi, hein, et puis dans la politique comme je l'imagine, la parole rassemble, elle capte, elle élève, bon, cette magie du verbe qui rend les choses, les idées abstraites quasi charnelles, bon, j'y ai d'abord été sensible avant à mon tour de le porter. Alors, là, vous parlez d'une technique rhétorique, effectivement, qui est comment tenir en haleine dans une salle, lors d'un meeting. Il y a aussi être bon orateur dans les médias, ce que vous êtes également. Alors, on a fait analyser votre style par un spécialiste du communisme et de tout ce qui est à la gauche du PS, l'historien Stéphane Courtois. On regarde un extrait d'une intervention récente commentée par Stéphane Courtois. J'explique que ça sera l'année de la castagne parce que le président Sarkozy est ainsi fait. Il fait plaisir à ceux qui mettent la note AAA et aux banquiers qui sont là comme des vautours ou des vampires, choisissez, pour pomper le sang du travail. Donc castagne à droite. Castagne à droite. C'est la droite qui va castagner le peuple et c'est ce qui est commencé. Alors il y a des mots, c'est vrai, qui accrochent hein, quand il parle de travailleurs, des mots qu'on n'entendait pas beaucoup ces derniers temps dans les discours des dirigeants politiques. Est-ce qu'il reprend la rhétorique du Parti communiste ? J'ai l'impression qu'il reprend même une rhétorique plus ancienne, qui est la vieille rhétorique léniniste finalement, puisque Jean-Luc Mélenchon
est quand même a été formé dans ces groupes, dans un groupe trotskiste très léniniste. Quand on entend les vautours, les vampires qui sucent le sang, tout ça, on trouve tout ça dans le discours de Lénine avant 17, pendant la guerre civile, etc. Donc ça renvoie aussi au grand slogan des années 30 jusqu'aux années 70 du Parti communiste français, faire payer les riches. C'était le même thème. Donc on retrouve ce thème de l'argent qui est central, évidemment. Alors le mot castagne est un mot, là, carrément mélenchonien. Parce que, par exemple, jamais Georges Marchais n'a utilisé ce genre de terme. Certains veulent comparer Mélenchon et Marchais. Castagne, c'est vraiment... ça renvoie plutôt à des expressions 68 arts, ça. C'était la castagne avec les fachos, etc. Bon. Et alors, avec ce discours-là, on a un petit extrait. Selon vous, il cherche à parler à qui ? Parce qu'il est quand même potentiellement candidat en 2012. Il parle à qui avec tout ça ? Je crois qu'il cherche surtout à se démarquer d'abord. Parce qu'il a quand même l'image de quelqu'un qui a été au PS pendant des dizaines d'années, qui a été sénateur socialiste dès l'âge de 35 ans, qui a été ministre socialiste. Bon, donc il a un petit problème d'image quand même. Il faut qu'il arrive à se découpler complètement. Et il cherche effectivement à s'adresser à un public qui... Alors, et c'est là qu'on voit le populiste. Un public qui pense que, effectivement, toute la responsabilité de ce qui se passe, ce sont les banques. Ça, c'est typiquement populiste. C'est la mise en place d'un dispositif rhétorique avec les bons, les méchants, le bon peuple, les méchants prédateurs. Si quand vous entendez un socialiste parler, c'est pour vous proposer de vous piquer vos 35 heures, quand on vous dit le bon candidat des socialistes, ça va être le directeur du FMI qui sert le kiki à toute l'Europe, les gens Dominique se disent, Strauss-Kahn. si c'est ça, ça fait pas envie, quoi. Ça, Mais alors pourquoi les gens gens ne viennent pas vers vous massivement ? Je vais vous citer, vous aimez mais les il livres. est terrible cet homme, écoutez, on a démarré il y a 2 ans. Attendez, Comment se fait-il que le pouvoir ne soit pas à gauche depuis le début de la société industrielle? Eh bien, je vais vous expliquer ce mystère. Il y a un appareil pour vous aussi, idéologique dominant. Lequel ? C'est vous, les Ah, c'est de radios, notre faute. les télés, les journaux. Mais oui, c'est de votre faute. Les Allez, un bourreurs peu de... court, jeune homme. Mais d'abord, ne m'appelez pas jeune homme, je suis plus âgé que vous. Monsieur Et le tâchez de rester député, un poli. peu court. Non, c'est pas un peu court. C'est depuis que ça existe. Mais Monsieur de Morand, le prenez pas mal. Mais je le C'est prends la pas vie de mal. la- c'est la vie de Je la vous dis société. juste un peu court. Ben, à votre avis, mais beaucoup de gens qui nous écoutent là me donnent raison. Alors, vous riez, c'est sa manière comme ça de réagir assez vive en fait. Il a toujours le bon rôle lui, même quand il se fait mais attaquer. bon, quand même, il a été... On peut dire tout ce qu'on veut de Jean-Luc Mélenchon. Il a été formé à bonne école, donc chez les trotskistes lambertistes, qui étaient des gens, je dirais, du point de vue de la bataille politique, nettement plus sérieux que les trotskistes de lutte ouvrière et nettement plus sérieux que les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire. Et donc, il sait débattre, on le voit très bien. Bon, il a la rhétorique, il a la réplique, il sait essayer d'établir un rapport de force, y compris par rapport à un journaliste assez connu et sur une chaîne très connue. Bon, donc, effectivement, ça me fait un peu rire parce que, bon, on voit le savoir-faire. On voit le savoir-faire. Pendant l'extrait, vous disiez il va me fâcher avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que... Non, bon, ce qu'il a dit est assez plaisant, donc j'ai pas de critique à lui apporter. Mais là où je crois qu'il se trompe, bien sûr j'ai acquis dans ce que je fais de l'expérience, ça va de soi. Mais il a tort de croire qu'elle remonte tout à plus de 40 ans. Quoi, quand même. Oui, J'ai c'est 59 le ans, moment bon. trotskiste de votre Ouais. jeunesse. Mais dans le trotskisme, j'étais jeune, je ne dis pas que le trotskisme était comme ça, mais moi j'étais un peu un récitant. J'étais pas quelqu'un qui rattrapait les balles au bon pour les renvoyer. Tout ça, je l'ai appris au Parti Socialiste, où j'ai été 30 ans. Un membre où j'ai fait tous les étages. Et au PS, il y avait, maintenant c'est beaucoup moins... Oui, parce que j'allais dire, tout le monde n'a pas forcément appris la même chose Non, au PS. mais il y a eu de longues années pendant lesquelles les débats d'idées jouaient un rôle extraordinaire, puis entre gens intelligents, cultivés, qui eux-mêmes avaient de la répartie. C'est là que j'en ai appris. Puis après, n'oubliez pas quand même le Parlement. Enfin, aller au Sénat, trébucher une seule fois, tout le monde vous passe dessus. Le Sénat, c'est là un endroit où on est élu pour longtemps, on a largement le temps de se haïr, de se reconnaître. Et sur les mots, parce qu'il pointe là les mots, effectivement, vautour, ça c'est des mots que vous utilisez souvent, on a remarqué, c'est des mots que vous êtes allé chercher comme ça, ou quand vous voyez un banquier, vous pensez vautour, ça vous vient spontanément et là où Courtois a raison, c'est que je suis, d'abord, ça me vient naturellement, mais je suis dominé par un imaginaire qui est celui de ma culture, de mes lectures, des choses que j'ai vues, plus de l'humour.
Bon, faut arrêter de tout prendre au tragique. Bon, quand vous dites vautour, c'est de l'humour. Hein. Bah, il y a un peu de ça, bien sûr. Il y a une dimension, mais ça me Parce que c'est vient pas comme forcément ça. ce que les gens perçoivent. D'ailleurs, il cite un mot, effectivement, qui est ce fameux mot de populiste que des fois vous assumez, des fois vous énerve. Les gens peuvent penser, effectivement, que c'est complètement premier degré. Vautour. Oui, attendez, si vous me demandez vraiment ce que je pense, oui, ce sont des vautours qui se nourrissent des cadavres de la production et des pauvres gens. Oui, je le pense. Alors, c'est simpliste, mais c'est ma façon de voir. Mais pour venir sur le vocabulaire, j'ai deux phases. D'abord, c'est vrai, je travaille les mots. Pas tous, il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa où je préparerai tout. Mais je vais vous donner un exemple de préparation méticuleuse de mots. Lorsque nous sommes entrés dans le référendum de 2005, un de mes principes de base, c'est quand on rentre dans une bataille, il faut nommer l'ennemi. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui part des bières, on ne sait pas ce qu'il veut, et alors ça devient inquiétant. Donc quand vous avez quelqu'un comme moi en face de vous, vous commencez par avoir peur, vous l'avez dit, puis après vous êtes à l'aise, parce que moi, vous savez, il est marqué poignet. Après, je suis à l'aise. Hein, bon, il est marqué haut, bas, on sait par quel bout empoigner un homme comme moi. Bon, d'une certaine manière, ça rassure, hein, parce que c'est plus simple qu'un personnage qui est un snake, là, qui glisse. Bon. Donc, comment nommer l'ennemi? On ne pouvait pas dire la droite, c'est un truc qui vient tout de suite à la bouche, quand vous êtes de gauche, l'ennemi c'est la droite. Bon, alors, pas de possible. Dans les oui, il y avait des camarades du Parti Socialiste. Donc, on a fait une liste avec François Delapierre, qui est mon âme damnée en matière de sémiologie. Donc, on a fait la liste. Et on s'est tellement marré en faisant la liste qu'après, je la récitais. Alors ça donnait les belles personnes, les importants, les satisfaits, surtout d'eux-mêmes, tout le monde rigolait. Et j'avais pas besoin de dire de qui je parlais parce que tout le monde comprenait que c'était justement les importants, les belles personnes qui étaient tellement sûrs de leur affaire que le oui était évident, que nous n'étions qu'une bande de barbares ignorants et anti-européens, xénophobes et semi-fascisants. Ça se voyait tellement qu'ils le croyaient que ça faisait, si vous voulez, avec cette pointe d'humour, rire tout le monde, en disant mais pour qu'ils se prennent. D'accord. Et quand vous dites humour, quand vous dites il y a de l'humour, l'humour il sert à quoi? Quand on dit les banquiers vautours, alors vous dites c'est ce que je pense, mais l'humour il sert à quoi? À mettre un peu de distance pour ceux qui prennent pas tout à fait les banquiers pour des vautours? Non, mettre soi-même un peu de distance, parce qu'on ne va pas non plus être dans le tragique. Et puis l'humour marque les esprits, au moins aussi sûrement que le tableau noir. D'accord, et vous regrettez jamais après? Vous dites jamais? Non, ça m'est rarement arrivé. Les seules fois où je m'en suis voulu, c'est parce que, ça va peut-être vous surprendre, mais parce que c'était blessant pour les personnes. Et je ne dis pas, moi je ne suis pas un saint, je ne suis pas parfait, mais il y a des barres, il y a des frontières à ne pas franchir. Rien qui soit en dessous de ce qui est acceptable dans la relation interpersonnelle. Bon, déjà, aucun coup en dessous de la ceinture. Faire attention que des fois, sans vous en rendre compte, une parole prenne un sens que vous n'avez pas prévu. Par exemple, typiquement, les mots mis au féminin ne résonnent pas de la même manière qu'au masculin. Et en politique, maintenant, il y a ça, il y a le politiquement correct, il faut faire très attention. Et même vous coulez dedans alors? Pour ça, oui, parce qu'il y a des choses qui ne pardonnent pas. Et alors, c'est vrai, là, Et quand je fais des bêtises, on me les fait payer. Hein. Et c'est vrai qu'on a remarqué, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient de voir, et régulièrement, vous ciblez Dominique Strauss-Kahn, vous avez des têtes de Turcs, hein, il y a Cambadélis, Hamon aussi, mais vous épargnez Martine Aubry. C'est parce que c'est une femme? D'abord, oui. Il y a plusieurs raisons. Enfin, premièrement, c'est une femme, donc il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de décocher la flèche. Hein. Donc oui, je fais attention, j'ai pas honte de le dire, parce qu'on m'a mis en garde et on m'a dit attention, les mots se retournent contre toi. Bon, en plus, vous voyez ma manière physique d'être. Hein, oui, c'est la castagne, c'est ce qu'il dit. La castagne, c'est avec les hommes, quoi. C'est pas avec les femmes. C'est pas facile la castagne avec les femmes. Parce que attention, les femmes ne sont pas des petits êtres fragiles. Hein. Donc dès qu'elles vous voient faire l'erreur de vous comporter comme un castagneur, elles vous laissent tranquillement vous avancer et après, judo, elle vous retourne la situation et vous avez l'air d'un plouc. Comment on fait alors il faut, j'ai pas encore trouvé mon pied d'appel, j'ai intérêt à me dépêcher. Oui, parce que Martine Aubry, elle sera non, mais Martine Aubry, attendez, je vais vous dire plusieurs choses. Martine Aubry, je fais partie des rares personnes qui n'ont jamais eu de conflit avec elle. Hein, et elle non plus avec moi, alors que mon caractère, elle a le sien. Par exemple, quand j'étais ministre, c'est la seule qui m'a invité au début à venir casser la croûte avec elle pour sympathiser. Bon. Donc, premièrement, j'ai pas de raison personnelle de l'en voir. Deuxièmement, je l'ai vue au combat, dans l'hémicycle, sur les 35 heures, et j'en ai gardé du respect pour elle, parce qu'elle était guerrière, combattante, ne cédant pas. Et troisième élément, c'est la première secrétaire du Parti Socialiste. Et moi, autant je peux être implacable avec la ligne des socialistes,
Autant je ne perds pas de vue que le Parti socialiste est un parti de gauche et qu'on ne peut pas avoir avec lui les relations qu'on a avec un parti de droite ou un parti ennemi. Et alors sur les femmes, donc Martine Aubry, on a compris, bon, elle c'est un cas à part, enfin, il y en a d'autres des femmes. Alors vous n'avez pas encore tout à fait trouvé. Oui, il y en a beaucoup, il va falloir trouver une technique parce qu'il y en a pas mal. Mais dans mon 2012. propre parti, toutes les instances sont paritaires. Mais ça n'a l'air de rien, mais les habituels paires de gifles entre hommes n'ont pas cours. Alors on fait comment alors? Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes. Et donc ils n'arrivent pas à libérer leurs relations intellectuelles avec les femmes. Moi j'ai aucun mal à entrer dans une bonne castagne intellectuelle. Et puis j'ai travaillé avec des gens qui avaient des caractères de chiens. Hein. Allez bosser avec Marie-Noëlle Lienemann, vous savez, hein, après la bombe atomique, il restera les cafards et Marie-Noëlle Lienemann. Hein. C'est-à-dire des personnages qui ont un caractère inouï. Attention au mot que vous employez. Oui, mais Marie-Noëlle a été une amie depuis tellement longtemps qu'elle peut bien supporter ça aussi. En préparant l'émission, on a retrouvé un extrait qui date d'il y a quelques années. Oh là. Vous étiez à l'époque dans le gouvernement de Lionel Jospin, on est en 2002. C'est juste après la défaite. Et alors, en réécoutant cet extrait, ça nous a évoqué ce qui pourrait peut-être se passer d'ici quelques mois. Je vous montre une petite archive pour se remettre dans l'ambiance. C'est une des dernières fois que l'on verra cette image, Lionel Jospin quittant l'hôtel de Matignon. Cela se passe ce matin vers 11h30, une nuit après la terrible défaite subie par le candidat socialiste. Oubliez l'atelier de campagne, retour à du classique, le siège du PS, rue de Solferino à Paris. C'est ici que l'on va tenter de comprendre ce qui s'est passé dans cette élection. Parmi les premiers arrivés, Jean Glavany, le directeur de la campagne de Lionel Jospin, sur les visages une expression qui en dit long sur le sentiment dominant. Alors tous ceux qui sont allés à la pêche, qui ont fait la fine bouche, à qui il aurait fallu un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela, et ben voilà le résultat. Voilà, maintenant nous voilà dans l'eau jusque-là. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui se sont réveillés, qui ont dit si j'avais su, je serais allé voter. Voilà. Alors c'est à tout ça qu'il faut réfléchir et nous répondre davantage, bien entendu, à des attentes, à des malaises, à la question de l'insécurité certainement, mais à beaucoup d'autres choses encore, à tout ce qui touche à la qualité de la vie quotidienne. Un début d'autocritique repris par ceux qui auraient voulu une campagne plus à gauche. Nous n'avons pas su communiquer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a une France d'en bas qui rejette la France d'en haut. Alors ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression d'avoir le Mélenchon 2002 qui engueule les électeurs du Mélenchon de 2012. On a fait la fine bouche, hein, alors que... voilà. Mais c'est là que vous allez entrer dans le jeu pervers que je connais. Mais moi je ne suis pas la fine bouche de 2012. Moi je suis le plat de résistance. Les électeurs, je propose le plat de résistance parce que je ne vois pas pourquoi c'est à moi qu'on vient par avance reprocher une défaite qui sera de toute façon, si elle a lieu, la responsabilité... On dit juste, si on a retrouvé ça, vous parlez de la fine bouche, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Non, si on n'a aucune culture politique, on peut s'interroger. Alors, mais si on a de la culture... Bien sûr, c'est ce que je vais faire pour vous instruire, parce que vous n'êtes pas de sang-froid par rapport à cette situation, moi non plus, vous voyez bien, tellement je suis... C'est un moment difficile. Ah ouais, c'est terrible pour moi, c'est pas juste. Quoi que j'ai pu reprocher à Lionel, ce n'est pas juste. Et cet homme était... Et si on n'avait pas fait cette bêtise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais quelle bêtise? La bêtise de d'avoir surévalué la situation, moi comme les autres, parce que j'ai été mis en garde 10 fois dans mon ministère. Mes plus jeunes camarades me disaient, mais écoute, ça va pas, il n'y a personne autour de nous qui dit qu'il va voter pour Lionel. Et moi, arrêtez, vous êtes des gauchistes, vous comprenez rien, tout ça. Bon, c'est moi qui comprenais rien, et j'en suis encore furieux. D'ailleurs, je dis ça pour que vous le sachiez, j'en étais malade, mais malade au sens physique du terme. Et là, ma réaction n'est pas intelligente, à pas engueuler tout le monde. Je ne sais pas à qui je parlais, là. Aux gens qui sont à la pêche. Oui, c'est un désarroi. Déjà, ceux qui vont à la pêche, j'ai jamais trop apprécié qu'on s'abstienne dans une élection, même on va voter blanc, on va voter. Mais là, c'est une réaction de désarroi absolu, d'ailleurs, dont je vais mettre un temps fou à me remettre. Et Henri Emmanuelli, c'est extraordinaire de l'entendre dire ça, parce que c'est très juste. Il dit, il y a une France qui n'en peut plus des belles personnes. À l'époque, moi, je pense pas comme lui, je me dis, bon, on n'en est pas là, mais c'est ça la vérité. Le scénario qui s'est écrit après, ça a été en continu, ce processus. Mais lui, il est encore au PS. Une masse... Oui, lui, c'est... Mais moi, je lui fais pas de reproches. Lui, il fait ce qu'il peut. Chacun d'entre nous fait comme il peut. Il n'y a pas une vérité absolue. C'est peut-être moi qui me trompe. Peut-être qu'il fallait rien faire et rester sagement à la maison dans mon coin. Bon, je ne crois pas. Je pense qu'il faut s'avancer, être audacieux, savoir rompre. Il faut dire, allez, je vais me mettre au service des autres s'il ne le fait pas. Surtout lui qui a un tel prestige, une telle autorité.
morale. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi me laisse-t-il là comme ça? Pourquoi ne m'aide-t-il pas? Vous voudriez qu'il y ait des gens qui viennent vous rejoindre? Mais bien Fabius, sûr. Fabius aussi qu'on a vu tout à l'heure au Parti Mais bon, gauche. Fabius, il est très changeant. Hein. Donc moi, je l'ai connu écrivant des articles contre l'État, puis passant au non, puis revenant à un compromis pourri au congrès au dernier congrès de Reims. Mais il est changeant. Je crois qu'en réalité, il est complètement perdu. Parce que, ben oui, il s'était en quelque sorte, il suivait un fil qui était le fil de l'histoire d'une continuité après François Mitterrand, mais le fil de sa carrière, de son destin. Peut-être, oui, Peut-être un jour. Et oui, c'est ça le drame de tous ceux qui peuvent, mais qui à un moment donné perdent de vue que c'est l'histoire qui donne le là. On va revenir à vous, à vos discours. On a vu qu'il était parfois subtil, hein, pas toujours manichéen. Et alors, on a retrouvé un moment où il était non seulement subtil, mais aussi extrêmement à contre-courant. Un petit extrait, ça date de 2008, qu'on a fait commenter toujours par notre spécialiste Stéphane Courtois. C'est à propos de la Chine et du Tibet. On va se marrer là. Je sens ça. Le Dalai Lama n'est pas le très très gentil qui est mis en scène. Parce que comme on a tous lu Tintin au Tibet, on s'attend à tout moment à le voir léviter. Voilà, bon. Et ben moi, je marche pas. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur le Dalai Lama? Qu'est-ce que les médias ne disent pas sur le Dalai Lama? D'abord, nous devrions cesser de dire des choses. Le Tibet a été envahi en 1959 par les Chinois. Non, les Chinois étaient là depuis le XIVe siècle. Le Tibet est dans la Chine depuis plus longtemps que Besançon dans la France. Bon, primo. Segundo, en 1959, le choc vient entre les communistes et les Tibétains. Vous voyez, je dis les communistes et les Tibétains, je ne nous implique pas autour de cette table. Parce que le Dalai Lama et les autres refusaient d'abolir le servage. Parce qu'ils considéraient que ça faisait partie de leur tradition culturelle, liée au fait qu'il faut bien que pour que plusieurs milliers de bons ariens passent leur journée à faire des prières et agiter des moulins à prière, les autres bossent et les fassent bouffer. Là, vous parlez des moines, là. Oui, je parle des moines, bien sûr. J'ai pas un discours pour mon pays, un discours pour les autres. Mais quand des moines... c'est bien pour vous. Alors, on n'a rien à fiche, les Tibétains, je m'en tape. Ils ont qu'à manger de la religion du matin au soir. Ce que je veux pas pour mon pays. Mais quand ces moines sont, par exemple, en Birmanie, une force qui peut faire progresser la démocratie, est-ce que il reste des bons à rien, ou en tout cas l'expression d'une forme de pluralisme? Mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage. Il y a une formule amusante, il dit « Mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage ». C'est intéressant ça, non? C'est très intéressant parce qu'il y a un Mélenchon... Il y a un Mélenchon privé, bon, hein, Jean-Luc Mélenchon de son état civil, et puis il y a le personnage politique, ce qui est normal d'ailleurs, bon, hein, qui a pris une certaine posture. Là, il y a le Mélenchon privé qui regarde le Mélenchon posture en disant les bons à rien, peut-être j'y vais fort. Ouais, exactement. Il sent que peut-être il a mordu un petit peu la ligne jaune, donc bon, il revient en arrière. Mais ça montre aussi qu'il contrôle de près son discours et qu'en plus il se permet un peu d'ironie à l'égard de lui-même. Bon. Vous ne me repeindrez pas en fusilleur chinois simplement parce que j'émets une pensée critique sur tout ça. Vous ne me repeindrez pas en fusilleur chinois parce que je critique les bons à rien du Dalai Lama. Donc voilà, c'est pas parce qu'on critique les uns qu'on est forcément du côté des autres. Là, c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais c'est aussi une manière subtile d'évacuer le problème, qui est que quand même, les Chinois sont tout simplement en train de liquider les Tibétains. Bon, hein, en tant que culture, en tant que peuple, etc. Et ça, on voit bien que, bon, ils n'acceptent pas cette identité des Tibétains. Et donc, s'il fait ça, selon vous, c'est quoi? C'est quelque chose d'épidermique ou c'est tactique? Non, je crois que c'est le résultat de toute une formation. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a des peuples qui vivent de telle et telle manière, mais la modernité doit passer. Alors, la modernité doit passer, donc, bon, s'il y a quelques... Hein, comme on disait dans le temps, chez les communistes, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bon, alors pour que le Tibet soit modernisé, il faut que les Chinois passent par là, tant pis pour les Tibétains. Alors c'est vrai, c'est ça, le fond de la pensée du Mélenchon personnage, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs? Non, non, pas du tout, c'est une formule horrible. Et comme philosophe, j'ai pris position depuis très longtemps entre le Léon Trotsky de leur morale et la nôtre et les militants et leur morale de Colette Audry. Je suis avec Colette Audry, je crois au principe de la morale et de la responsabilité individuelle dans toutes circonstances. On sauve l'œuf quitte à rater l'omelette, quoi. Ouais.
D'accord. Non, alors après, quand il dit, il y a de la dérision quand je dis c'est conforme à mon personnage, c'est de la double dérision, c'est le personnage que vous croyez que je suis. Mais là où il se trompe, c'est pas que j'essaye de dévier le problème, c'est que j'aime entrer dans le vif d'un sujet et faire que l'esprit est marqué. Hein. Je dis c'est un ramassis de bons à rien. Maintenant, les yeux dans les yeux, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce sont des bons à rien, doublés d'abrutisseurs. Si je comprends bien, là, il n'y a pas le Mélenchon privé qui se dit que le Mélenchon personnage est allé un peu loin. Mais c'est vous qui le dites, hein, puisque vous dites mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage. Oui, parce que mon personnage est rapide, parce que je ne biaiserai pas. Tout ce que je viens de vous dire là en 30 secondes, j'aurais pu l'enrober. J'aurais pu dire ça plus gentiment. D'un certain point de vue, on doit s'interroger, savoir s'il est normal que des enfants soient mis en mode... Mais enfin, chacun a ses traditions. Bon, mais chacun a ses traditions, sa nuance... et ça nous ramène à l'omelette. Je ne suis pas pour nuancer. Je ne suis pas pour nuancer. Mais en même temps, vous qui êtes quand même un adepte de la subtilité et de la rhétorique, vous savez bien que si vous, c'est pas qu'en disant ça, quelque part, ça revient, même si vous dites les tirailleurs chinois, ça revient par certains côtés aussi à exonérer les Chinois. Et c'est ce qu'on comprend dans ce que vous dites. Et on voit mais ça m'est égal. Ah, ça vous égale? Complètement. Ça fait réfléchir, c'est tout ce qui compte. On peut reprendre les choses dans l'autre sens. C'est pas forcément parce qu'on critique l'attitude des Chinois au Tibet qu'on défend les... Ah, ben c'est déjà un grand progrès, parce que c'était pas ça la musique la dernière fois. Voilà. Quant à ce que font les Chinois au Tibet, ben, je vous invite à lire tous ceux qui y vont. Lire Tintin au Tibet, non, pas Tintin au Tibet, ça c'est un beau souvenir pour tous. D'ailleurs, vous savez, le principal personnage de Tintin au Tibet, c'est pas le Dalai Lama, c'est le Migou, c'est-à-dire l'abominable homme des neiges. Vous voyez ? Alors, on va finir sur un dernier sujet dont on a commencé à parler au début de l'émission, c'est de vos rapports avec les journalistes. En faisant un petit peu la synthèse de vos explications, j'ai vu que vous expliquiez souvent que vous tapez sur les journalistes, vous expliquez que vous tapez un peu contre les stars de la profession, qu'il y a les petits, il y a les grands, et vous tapez contre les stars, parce que, voilà, ils font partie de cette élite que vous critiquez. Puis vous dites aussi, ça montre que j'ai la capacité à tenir tête. Hein. Non, pas vraiment. Ce que je veux, soyons clairs sur le sujet. D'abord, c'est dans le sens inverse. Comment pourriez-vous croire quelqu'un qui vous dit on va tenir tête à tout le monde, aux États-Unis d'Amérique, aux Chinois, à je sais pas quoi, bref, à tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, aux puissances d'argent, et le même serait un petit garçon tout gentil qui, à la première réprimande, baisserait les yeux ou ferait comme font tous les personnages politiques aujourd'hui, hop, ils se défilent, on euphémise une phrase, et puis hop, non. Donc il faut le prendre dans l'autre sens. En même temps, ce qui nous a frappé en revisionnant l'émission, alors là ça va peut-être être un petit peu douloureux parce qu'on va voir un petit extrait, je suis désolée, vous le connaissez par cœur. C'est toujours le même, le petit journaliste, nani, nana. On va peut-être, pour une fois, pouvoir raconter l'histoire. Alors, on le regarde, bon, quand même, et puis vous racontez l'histoire. Regardez cette semaine, par exemple, hein. Le jour 2 après qu'on ait tous jeté de grosses larmes sur l'abstention populaire. Quel était le titre du journal Le Parisien? Faut-il rouvrir les maisons closes? Voilà. Sujet qui est venu sur 4 ou 5 radios. C'est intéressant, ça, non? Alors, bon, ce mélange de voyeurisme et de prostitution de l'esprit public va continuer jusqu'à la catastrophe, évidemment, bien sûr. Donc, ça intéresse les gens, la réouverture des maisons closes. Mais si vous leur parliez de choses intelligentes, ça les intéresserait aussi. Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Non, c'est un débat sans aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça dépend, c'est un débat sur l'hypocrisie. Voilà, c'est ça. C'est vos problèmes à vous, le refoulé politique de la petite bourgeoisie, votre hypocrisie. Moi je m'excuse, mais ce que vous racontez, ça concerne personne dans mon quartier. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Parce que le problème, c'est qu'elles sont dans les bois, les prostituées. Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain... Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Mais vous trouvez digne de parler à un homme comme moi? Vous trouvez digne, alors que je vous donne comme exemple un titre pourri du Parisien, de commencer un débat avec moi sur la prostitution, mais vous me prenez pour qui, bonhomme?
Je veux pas parler avec vous de ça, c'est clair. Si vous voulez me parler de politique, je vous réponds. Vous allez pas me parler du titre du Parisien si vous voulez pas parler de ça? Si, je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle. Pas de la prostitution, du titre du Parisien. C'est moi qui suis insultant? Vous me parlez de petite cervelle, c'est moi qui suis parce que je crois que c'est une limite que vous avez atteint. Allez, ça suffit. Bah merci. Moi je vous dis pas merci. Vous êtes tous les mêmes et vous êtes en train de préparer un drôle de métier. Je suis le vendeur de papier. Alors là, vous dites, vous disiez pendant l'extrait qu'on l'a pas passé en entier, que quelque part on vous piège en vous montrant ça. Non, pas du tout. C'est un procédé très loyal, vous savez, je l'apprécie. Hein. Non, mais c'est pas. Non, mais on vous la remonte parce que quelque part, il faut bien que les gens la revoient. Bien sûr. Il n'y en a pas d'autres, parce que j'ai eu beaucoup d'accrochages avec des journalistes. C'est celui-là qui vous intéresse. Je vais vous expliquer pourquoi il vous intéresse. Parce qu'il vous permet de déplacer le problème. Là, c'est un pauvre petit étudiant. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas qu'elle est coupée au début et à la fin. Non, mais justement, c'est pour ça que. C'est pour ça que vous avez passé tout ça. Non, parce qu'on a cherché. Et ben voilà, ça m'intéresse pas non plus d'en parler. Alors vous m'avez dit, on va rechercher le début, on va rechercher la fin. Non, il n'y en a pas. Alors... Il l'a jamais passé. Voilà, donc on peut pas le trouver. Donc racontez-nous, c'est quoi le début et la fin? Parce que moi, j'ai pas le début, c'est ça. Quand je vais quelque part, il y a quelqu'un toujours qui tourne autour. Parce que pour plein de raisons, on fait attention à moi. Bon. D'accord. Donc quelqu'un tourne autour et me dit attention, il y a un tireur dans le dos. Ce qu'on appelle nous un tireur dans le dos, c'est quelqu'un qui va de l'un à l'autre en racontant une connerie ou une saloperie pour provoquer un incident. Ça peut être une personne privée, ou des fois des malades qui sont là, ou des fois des journalistes. Donc il faut faire très attention parce que si vous êtes cueilli à froid, vous pouvez mal réagir, ce qui est le cas là. Hein. C'est-à-dire vous êtes cueilli et donc c'est ce qui apparaît en vous, c'est l'être humain. Un être humain qui peut être fatigué, qui peut être épuisé, qui n'a pas envie d'entendre un truc, une bêtise. Bon. Et là, j'oublie. J'en dis ça, mon truc, c'était pas très réussi. Je m'étais un peu accroché avec Marie-Georges Buffet, j'étais crevé. Je rentrais d'un meeting, on m'avait fait venir spécialement pour ça. J'étais pas content de ce qui s'était passé la veille pour d'autres raisons. Bon. Et lui se présente, il me dit je suis un étudiant, il faut que je fasse mon devoir. Bon, je suis fatigué, j'en peux plus. Je dis bon allez, on le fait. Ça commence par l'abstention est à son comble, les politiques sont responsables, qu'en pensez-vous? C'est pas là. Non, c'est pas mis en ligne, effectivement. Et ça commence. Alors je lui dis mais écoutez, et vous n'avez pas de responsabilité? Quoi, quelle responsabilité? Et ça démarre comme ça. Et je lui dis, le titre, vous avez vu, tout ça, les maisons closes et tout. Et le mec, à ce moment-là, il embraye, il dit, et les maisons closes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on part d'un sujet, on est sur un autre, visiblement, il est... Mais moi, je le prends au sérieux, c'est un jeune. Vous avez vu que la fin, l'image, je suis coupé. Pourquoi? Parce que je crois qu'il ne me filme plus. Parce que je lui ai fait comme ça avant, je lui ai dit, ça suffit maintenant. Bon. Et puis on s'explique, je le prends au sérieux, je lui dis, tout ce que je lui ai dit, quel genre de métier vous préparez, comment vous le pratiquez. Ce qui ne va pas, c'est qu'après, il fait Twitter. Il tweet et il commence à dire j'ai du lourd sur Mélenchon, etc. Et ça se répand. Moi, pendant ce temps, je prépare mes bagages pour partir en vacances. On me dit 130 000 personnes qui regardent ça, qu'est-ce que t'en penses? Je dis je m'en fiche. On m'a dit non, à 130 000, tu t'en fiches pas, tu reviens. Et là commence une séquence absolument incroyable où, je vais vous dire ce que je crois, les gens se sont dit Mélenchon c'est une brute. Donc on va le taper, et comme ça, on va rétablir l'ordre, on va montrer que personne ne peut s'opposer au système. Je suis appelé, imaginez-vous les séquences que j'ai dû vivre. À 22h30, chez moi, une journaliste du Monde qui me dit « Bon, excusez, c'est un peu tard, mais alors voilà, il faut qu'on parle de l'affaire. » Je lui dis « Je vous dérange pas au moins ?» Elle me dit « Je me suis excusé. » Et moi, je lui réponds « Mais moi, je ne vous ai pas excusé. Qui vous êtes? Je relis le texte ou pas ?» Et le lendemain, ça barre toute la page, ma photo évidemment en gros plan. Vous avez vu comme je suis beau, hein. La fatigue, ça se voit. Il est marqué « Malaise de la relation du politique avec... » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de malaise. Vous savez, la seule chose que je regrette de toute cette séquence, c'est qu'on ait montré quelqu'un qui perd son sang-froid et qui dit une chose qui est fausse sur la prostitution et les maisons closes, parce que l'exploitation des êtres humains est une chose qui me prend là. C'est la seule chose que je regrette. Le reste, je regrette de ne pas lui avoir donné une gifle, parce que c'est tout ce qu'il méritait. Mais alors, justement, pour revenir à cette histoire, vous avez quand même dit, finalement, ça m'a fait monter dans les sondages, etc. Oui, il fallait bien provoquer. Vous avez voulu provoquer, mais finalement. Bien sûr. C'est-à-dire, je vous fais un pied de nez, je vous dis, j'en ai rien à faire de votre histoire. Vous m'avez tapé dessus non-stop pendant 12 jours, madame, ça a duré. Sur toutes les chaînes, j'ai eu droit à ça. Sur Internet, sans fin. Bon, et le résultat quoi? Test de popularité derrière, plus 2 points. Donc je vous ai fait un pied de nez en disant, écoutez, raté, caramba, ça sera la prochaine fois. En même temps, ce qui vous est arrivé, c'est arrivé à plein de politiques, quelque part. Oui, mais moi j'ai créé un style nouveau, j'ai résisté. Et depuis, tout le monde résiste. Vous avez résisté? Oui. J'ai pas cédé, j'ai pas baissé les yeux, j'ai pas dit je regrette, je suis désolé. Mais en même temps, vous pouvez expliquer dans votre livre, vous l'avez expliqué, vous dites effectivement, c'était un contexte, c'était au moment de l'abstention, le Parisien fait sa une là-dessus. Dans mon livre, je parle pas de ça. Si vous en parlez dans votre livre, 3 lignes. Ah bah oui, mais je les ai lus. Vous
expliquer le problème, cette une du Parisien dont vous parlez là, et vous dites effectivement, la une du Parisien sur les maisons closes, elle tombe au lendemain de l'abstention, sous-entendu, c'était pas ça l'actu ce jour-là. Et on voit bien que le problème, c'est pas les maisons closes en tant que telles, c'était pas l'actu ce jour-là. Et c'est vrai que quand j'ai lu les 3 lignes dans votre livre, on se dit, pourquoi il le dit pas aux journalistes, c'était pas l'actu ce jour-là, voilà. Mais voilà, mais parce que vous êtes une sainte, donc vous êtes capable de tout le temps. Non mais d'accord, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas quand un jeune vient vous poser une question comme celle-là, je sais pas, vient vous parler de macro et de trucs comme ça, comme femme, vous n'êtes pas blessé. Moi, comme homme, ça me blesse, ça me gêne. Je suis gêné qu'on me pose à la volée comme ça des questions obscènes. Ouais, voilà, je vous parle franchement. Je suis gêné, donc ma réaction est celle de n'importe quelle personne. C'est une mise à distance. Et moi, c'est là où je plaide contre le côté Big Brother de ce comportement. La mécanique est toujours la même. C'est au fond, vous ne croyez pas ce que vous dites, ou ce que vous dites n'est pas vrai, vous cachez quelque chose. C'est une tendance dont ils ne sont pas eux-mêmes conscients, qui est inscrite dans ce que Richard Sennett appelle la tyrannie de l'intimité. C'est-à-dire, tout ce que vous dites, c'est les apparences. Ce qui compte, c'est ce que vous ne voulez pas dire et que je vais finir par vous faire dire en vous énervant, en vous provoquant, en vous insultant, etc. Et à la fin, on arrive sur un véritable retournement de situation qui est que la vérité, c'est le mensonge. C'est-à-dire, quelle est la part la plus vraie en moi? C'est celle que je ne veux pas vous dire, ou sur laquelle je vous raconte quelque chose qui est faux. Donc on arrive à cette absurdité que chaque journaliste se sent en quelque sorte comme une espèce de gars qui ouvre les huîtres, là. Hein. Au lieu de regarder une personne dont il va accompagner le raisonnement pour qu'il aille au bout et qu'il ne se prenne pas les pieds dans le non-dit, le journaliste est en fait là comme un inquisiteur, un procureur, plutôt que comme un passeur. Alors pour secouer les journalistes, vous avez un mot, d'ailleurs vous aviez employé au début de l'émission en disant votre profession est masochiste. Vous traitez la profession de masochiste. Et alors, c'est de l'humour là. C'est du 2e degré, c'est pour vous mettre mal à l'aise. Ouais, c'est pour nous mettre mal à l'aise, mais justement, nous, comme on aime bien justement analyser les mots, on a été sollicité un psychanalyste spécialiste du discours politique qui justement revient sur ce mot, sur vos relations avec les médias, en reprenant un tout petit bout de l'extrait, pardon, oulala, vous ne mettez pas en colère, mais qu'on a vu tout à l'heure, et vous allez réagir. Merci d'être là, compte tenu de ce qu'ont été nos relations au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je mesure la part de masochisme qui entre dans votre présence nombreuse. Dire à quelqu'un tu me fréquentes, donc tu es maso, signifie que je me reconnais comme le sadique de service. Et que si je puis redoubler la chose, j'y prends un certain plaisir. Il les prend, si vous voulez, au pied de leur jouissance, hein, en disant mais puisque ce qui vous fait jubiler, jouir à votre insu, c'est d'être des laquais, c'est d'être soumis à l'ordre régnant, je vais occuper cette place-là, c'est-à-dire la place du maître qui va vous révéler à quel point vous êtes soumis, et d'ailleurs, vous y revenez. Parce que le problème, c'est qu'elles sont dans les bois, les prostituées. Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Les mots qui lui viennent, c'est par exemple la merde. On lui parle de sexualité, hein, les mots qui lui viennent, c'est de la merde. C'est-à-dire, on passe du sexuel au scatologique. Et on sent bien qu'il y a une espèce de violence interne contre un sujet qui occupe, tout le monde le sait, c'est une banalité de le dire. Hein, l'argent et le sexe, c'est ce qui mène le monde. Pourquoi privilégier et considérer, comme il le dit à ce jeune journaliste, pourquoi considérer que la seule chose qui soit sérieuse soit les choses dites politiques? Et alors là, on a vu donc une colère qui a pour point de départ une thématique, hein, voilà, une hiérarchie dans les thématiques. Parfois, les colères sont, on va dire, peut-être plus spontanées, ou en tout cas sur un autre registre. Je voulais vous en montrer une autre. Alors, remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple? Je l'espère. Je l'espère, ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Dans un premier temps, on rigole.
On rit se avec dit bien lui. fait pour eux. On se dit bien fait pour eux, parce que des fois, les journalistes, on a envie de les baffer, c'est vrai. Mais dans un deuxième temps, être obligé d'être témoin de cette lutte sadomaso crée un certain malaise et risque de se retourner contre lui. D'accord, finalement, on se met plutôt du côté du maso que du sadique, quoi, pour Oui, finir parce sur que, la catégorie instaurée oui, par parce qu'il faut Mélenchon. savoir une chose, c'est que au bout du compte, on se rangera du côté du maso parce que le vrai pouvoir, il est de ce côté-là. Alors, au début, vous étiez d'accord, vous riez sur le côté un peu, enfin, effectivement, vous prenez les journalistes au pied de leur jouissance. Après, est-ce que dans ce qu'il a dit, vous étiez, enfin, ça vous a agressé? Non, si j'ai bien compris. c'est tout à fait normal d'entendre quelqu'un des analyses où on met en cause votre sexualité, on l'a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit si, que vous avez mal écouté. Non, il a dit vous avez réagi à ce mot, et d'ailleurs ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en disant quelque part j'ai été agressé par cette question. Non, mais lui là il vient de dire que les mots qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de sexe, c'est la merde, etc. Vous l'avez entendu comme moi. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu voyeuriste et un peu offensant d'être obligé de supporter ça? Non, ça ne vous vient pas à l'esprit. Vous n'avez donc aucune dignité. Mettons que je me mette à parler de la vôtre de sexualité. Qu'est-ce que vous en diriez? Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Si, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objet du tout de parler. Nous, on n'est pas là pour parler sûr. Non, mais vous êtes la décence incarnée, c'est bien connu. Il n'y a qu'à voir ce truc, cette espèce de luberlu là, qui, comme ça, s'amuse à transposer mes discours. Qu'est-ce que vous en savez de ma vie sexuelle? Mais on parle de votre vie sexuelle. Si, madame, vous avez mal écouté, ou alors vous ne faites pas attention aux mots quand il s'agit des autres. Maintenant, on va parler de votre vie sexuelle à vous, si vous voulez. Ça va être un sujet. Est-ce que dans votre manière de vous comporter à mon égard, vous n'exprimez pas une frustration? Ça, c'est de la psychologie de comptoir, de la psychanalyse. Donc vous pensez que quelqu'un, comme ça, sur la base d'un entretien dont il ne sait rien, d'une personne qu'il n'a jamais vue, est en état de dire que je passe au scatologique lorsqu'il s'agit... Il dit, je suis frappé de voir ce mot, et il dit qu'il y a une hiérarchie dans les sujets. Mais oui, madame, je vais vous dire, quand on parle de politique, on parle... Voilà, vous dites dignitas et gravitas, la politique, pas ces sujets de merde. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est tout. Absolument. Et je le pense. Je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités avec dignité et sérieux. Et je vous ai dit tout à l'heure que mon regret dans cette affaire, c'est d'avoir balayé cette question de la prostitution. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous voulez des aveux complets. Aussi longtemps qu'on considérera que le voyeurisme, tout est permis. C'est-à-dire que quand il y a un accident, la première chose à faire, c'est de courir avec une caméra, regarder la personne agoniser. Tant qu'on trouvera normal que des spectacles obscènes ou violents de toutes sortes soient produits, que dans une interview, au lieu d'interroger un homme sur ce qu'il dit, on prétende lui montrer une espèce de gourou dégénéré qui prétend mettre à nu ce qu'est son identité en tant qu'être humain. Je répète, c'est pas ce qu'il a dit, mais bon, il a dit, vous avez... Non mais madame, vous avez compris ce que vous voulez. Moi j'ai compris, vous avez des diplômes, moi aussi on est capable de regarder une image. Et de ne pas entendre la même chose. Voilà, surtout que pour Chacun vous c'est plus entendra... facile, c'est pas vous dont il est question, c'est de moi dont il est question. Donc, voilà, donc je vous redis, c'est ça la scène. Il y a la communication politique, on essaie d'aller derrière. Mais voilà, derrière n'existe pas, voilà ce que je veux vous dire. Parce que vous êtes comme ça, peut-être Jean-Luc Mélenchon. Une société laïque, peut-être vous. Nous avons chassé de la scène publique la vérité révélée. Pas de vérité révélée, que des arguments. Donc on essaye, sur la scène publique, de ne mettre que des arguments rationnels. Donc nous sommes sur un terrain de l'argumentation. Moi, je ne suis pas intéressé à mettre ma personne sur la table. Je ne veux pas. Je demande qu'on comprenne. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Et si les gens qui, par exemple, diraient « je vais voter pour lui parce que je le trouve sympa », eh bien, je leur dirais « je ne veux pas de vous parce que ça ne m'intéresse pas ». Ça ne vous intéresse pas. Mais en même temps, comme dans ce que vous dites, il y a toujours un peu de provocation, il y a un peu d'humour, il y a beaucoup de colère, sans qu'on sache si c'est une colère calculée, une colère spontanée, etc. Eh bien, on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce que c'est une colère calculée? Vous avez l'impression que vous en savez plus après qu'un type ait dit que j'étais scato? Moi, je vais vous dire un truc. Ce que j'ai appris au bout de cet entretien, oui, j'ai appris quelque chose. Parce que moi, j'ai souvent pensé que votre colère était calculée. Et là, je me dis non, en fait, elle est spontanée. Parce que je vous ai vu réagir. Et c'est vrai que ça dit quelque chose sur vous qui, je pense, est intéressant pour les citoyens. Parce que c'est dans quelle mesure cette colère est calculée ou pas. Et moi, j'ai appris quelque chose. Alors après, est-ce que vous admettez l'idée qu'on puisse être, écoutez-moi, sans calcul, qu'on puisse être offensé et qu'on décide de ne pas le cacher? Je l'admets. Nous sommes tous des êtres de passion. Et ceux qui parviennent à la masquer tout le temps, on doit s'en inquiéter. Bah oui, d'où leur vient cette incroyable maîtrise. Moi, je considère toujours que ce sont des êtres pas finis. Hein, surtout chez les hommes. Parce que les hommes sont dressés à ne jamais montrer leurs sentiments. En tout cas, dans ma génération, c'était comme ça. Ça, c'est... Alors, la première leçon à tirer, c'est nous ne pouvons faire de la politique que si nous sortons de ça.
Donc ne croyez pas ceux qui vous disent que la vérité tient à la personne. La vérité, elle est dans ce qu'on propose et dans ce qu'on fait. Et le reste ne nous intéresse pas. Il faut être dans la dignité de la mise à distance de tout ça. Voilà, bon, comment je peux le dire? Vous donnez une occasion merveilleuse de le dire. Bon, allez, merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Marie Lebon et à Agathe Pécastin qui se sont levées tôt pour m'aider à la préparer. Merci à Nicolas Planche qui s'est couché tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les Déshabillons-les, plus un bonus de cette émission. Des gens, je dirais, du point de vue de la bataille politique, nettement plus sérieux que les trotskistes de lutte ouvrière, nettement plus sérieux que les trotskistes de la lutte communiste. Il va me fâcher avec la terre entière, celui-là. Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Non, c'est un débat sans aucun intérêt. Et ce qui vous met mal à l'aise, c'est moi. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Là, vous ne m'avez pas dit que vous passeriez tout ça. C'est pas loyal, hein. Oh, arrêtez, je l'ai dit qu'on reviendrait à rapport avec les journalistes. Tu me fréquentes, donc tu es maso, signifie que je me reconnais comme le sadique de service.